À la recherche d'indices. Quand on enquête sur un incendie, il faut d'abord localiser le point d'origine du feu. On ne peut pas trouver les causes d'un sinistre à moins d'avoir déterminé où le feu s'est déclenché. Mais les enquêteurs n'arrivent pas à en déterminer l'origine. Lorsqu'on se rend sur le lieu d'un incendie criminel, on trouve essentiellement un tas de gravats, sous 90 cm d'eau en plus. Et il est extrêmement difficile de trouver le point d'origine. L'explication officielle est que le feu est d'origine accidentelle. Mais John Orr, pompier enquêteur de la brigade voisine de Glendale, n'est pas du tout de cet avis. Il se trouvait sur les lieux et a pris ses photos. Dès le lendemain du drame, John Orr rend visite à Karen Berry, la belle-sœur d'une des victimes, et émet l'opinion que c'est un incendie criminel. John Orr émet l'hypothèse que le feu s'est déclaré dans le rayon où sont exposées des poches de rembourrage pour coussins fabriquées en mousse de polyester, un dérivé du pétrole hautement inflammable. Tandis qu'une controverse s'engage entre experts, 2 mois plus tard, un nouvel incendie ravage un autre magasin de la même enseigne. Alors cette fois, le doute n'est plus possible. Les incendies sont vraisemblablement d'origine criminelle et il faut empêcher par tous les moyens le dangereux pyromane de récidiver. Le feu a pris dans des poches de mousse de rembourrage au rayon ameublement. À 140 km de là, d'autres incendies suspects éclatent à Bakersfield, toujours en Californie. Un des incendies touche un magasin de fournitures de décoration. L'enquêteur judiciaire Marvin Casey arrive sur place peu de temps après que le feu a été éteint. Ce magasin vend différents articles de loisirs créatifs, notamment du caoutchouc mousse et des fleurs séchées pour faire des bouquets décoratifs. Et sur les lieux, les enquêteurs découvrent leur premier indice matériel au fond d'une boîte de fleurs séchées. J'ai regardé dans la boîte et j'ai vu un bout de papier réglé jaune qui avait été utilisé pour camoufler un dispositif incendiaire. C'était aisément reconnaissable car il y avait 3 allumettes attachées autour d'un mégot de cigarette, le tout enroulé avec un élastique. Le dispositif est étudié pour se consumer très lentement, ce qui laisse au pyromane le temps de s'enfuir. En se consumant, la cigarette entre en contact avec le soufre au bout de l'allumette et le feu se propage instantanément. Un autre incendie se déclenche le même jour dans un magasin de tissus voisin, dans un rayon qui contient des oreillers et du caoutchouc mousse. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre que tous ces feux étaient l'œuvre d'un pyromane. D'autres incendies éclatent à Fresno et Tulare, 2 villes situées au nord de Bakersfield. Sur un des lieux, les enquêteurs découvrent un dispositif incendiaire identique à celui retrouvé au magasin de fournitures de décoration. Casey recoupe les dates et les lieux des incendies. Il découvre alors une coïncidence troublante. Ils se sont tous produits dans des villes traversées par l'autoroute 99, au moment où un groupe d'enquêteurs en incendie est réuni en congrès annuel à Fresno. Alors, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Je me suis dit que c'était peut-être un des nôtres qui était responsable. Casey se procure la liste des 300 personnes qui ont participé au colloque. Puis il réduit ce nombre à 55 personnes, selon la distance qui sépare leur domicile de la ville du Congrès. Ce que ces 55 personnes avaient en commun, c'est qu'elles avaient participé au colloque, avaient voyagé seules et traversé Bakersfield par l'autoroute 99. Lorsque Casey dit à ses supérieurs que l'un des 55 enquêteurs en incendie est le pyromane qu'elle recherche, on ne l'a pas écouté. On m'a rejeté, on m'a tourné le dos, parce que j'osais avancer la thèse qu'un pompier était pyromane. Personne, je dis bien personne à ma connaissance, n'a cru que Casey tenait une piste. À vrai dire, quand je me rendais aux réunions professionnelles, je ne pouvais parler de cette thèse à personne parce que personne n'avait envie de l'entendre. Personne ne partageait mes idées. Cette incrédulité aura des conséquences dramatiques sur la suite de l'histoire. Convaincu que sa théorie repose sur une réalité,
Marvin Casey envoie le dispositif de l'incendiaire, retrouvé dans le magasin de décoration, au laboratoire judiciaire du BATF, le Bureau fédéral des alcools, tabac et armes à feu, pour y être analysé. Le mécanisme rudimentaire se compose d'un morceau de papier jaune millimétré, soigneusement enroulé autour d'une cigarette prête à se consumer. Aussitôt, un expert du BATF tente de prélever des empreintes digitales à l'aide de la nihydrine. La nihydrine est un produit chimique qui, lorsqu'il est appliqué sur le papier, réagit aux acides aminés, qui sont un constituant des résidus d'une empreinte. Il faut normalement une journée pour que le produit sèche, mais utiliser de l'air chaud accélère le processus. Par miracle, une empreinte partielle apparaît. Les empreintes sont considérées comme des traces fortuites. Leur apparition est un fait du hasard. Les spécialistes et les enquêteurs ont donc eu beaucoup de chances de découvrir une empreinte identifiable de surcroît. La couleur et les lignes du papier obscurcissent l'empreinte. Pour distinguer des détails supplémentaires, les criminalistes la photographient à l'aide d'un filtre spécial. Les filtres font ressortir l'empreinte, ainsi que les crêtes qui forment le dessin. Les filtres éliminent également la couleur de fond du papier, ce qui fait apparaître la forme plus clairement. L'empreinte est ensuite soumise à l'AFIS, le fichier d'identification nationale, qui renferme les empreintes des criminels déjà condamnés. Malheureusement, l'empreinte ne correspond à aucune des données de criminels répertoriés. Marvin Casey demande alors aux experts de comparer cette empreinte à celle des 55 personnes dont il a relevé la participation au congrès annuel des enquêteurs en incendie. Mais cette demande est rejetée. Ils m'ont expliqué qu'il y avait un trop grand nombre de démarches à effectuer auprès des services concernés pour obtenir les fichiers d'empreintes. Ainsi, l'investigation menée par Casey est momentanément dans une impasse. Mais 2 ans plus tard, une nouvelle vague d'incendies se produit, cette fois dans des villes traversées par l'autoroute 101. Quand Casey examine les dates des sinistres, il découvre qu'elles coïncident à nouveau avec celles d'un congrès régional qui réunit des enquêteurs en incendie. Et sur la liste des participants figurent 10 individus qui ont également participé au congrès précédent. J'étais emballé, je me disais que cette fois on tenait des éléments intéressants. Il a convaincu le labo du BATF de prendre la liste des 10 individus, d'obtenir subrepticement des tirages de leurs empreintes et de les comparer à celles qu'il avait trouvées. Mais hélas, cela n'a rien donné de concluant. Aucune empreinte ne correspond. Casey a peine à y croire. J'avoue que j'étais un peu découragé parce que j'étais persuadé qu'on tenait une piste valable avec les 10 noms qui étaient sur cette liste. 2 ans plus tard, le pyromane frappe à nouveau à Los Angeles, mettant le feu à des dizaines de magasins alentours et causant des millions de dollars de dégâts. Le spécialiste du BATF, Mike Matassa, dirige l'investigation. Le mode opératoire était de mettre le feu chez les détaillants à la mi-journée, essentiellement pendant les heures d'ouverture. Mike Matassa n'ignore rien, bien sûr, de la thèse controversée de Marvin Casey, thèse selon laquelle le pyromane serait un pompier ayant pris part aux 2 derniers congrès professionnels. L'agent du BATF a également connaissance de l'empreinte digitale retrouvée sur le premier dispositif incendiaire. Dans l'espoir de découvrir une éventuelle correspondance entre les empreintes, il demande au shérif du comté de Los Angeles d'utiliser le fichier informatisé des personnes ayant postulé à un emploi administratif. La recherche est positive. L'empreinte digitale de l'incendiaire est identique à celle d'un expert en incendie. J'étais époustouflé. Je n'en revenais pas. L'empreinte correspond à celle de l'annulaire gauche de John Leonard Orr, un enquêteur en incendie de la brigade des pompiers de Glendale, en Californie. John Orr voulait depuis longtemps intégrer la police de Los Angeles. Il a postulé en 1981
Il a réussi toutes les épreuves sauf une, l'épreuve psychologique. Il se tourne alors vers la brigade de pompiers de Los Angeles, mais il échoue cette fois à l'épreuve physique. Il manquait de conditions physiques. Et cet épisode a été une déception terrible dans sa vie. Finalement, il fait plusieurs petits boulots avant d'être embauché un jour par la brigade de pompiers de Glendale. C'était la brigade qui payait le moins de toute la région de Los Angeles. Et il a gravi rapidement les échelons, est devenu pompier enquêteur et enfin, capitaine. Orr est l'une des 10 personnes sur la liste de Casey qui a participé aux 2 congrès professionnels. La première comparaison d'empreintes était simplement passée à côté. Mais l'empreinte ne relie Orr qu'à un seul des incendies. Plutôt que de l'arrêter pour un seul incendie avec des dommages mineurs et de récolter du même coup une condamnation mineure, nous avons décidé d'enquêter pour tenter de le lier à tous les incendies qui avaient le même mode opératoire. Pour ce faire, il recourt aux technologies de surveillance les plus récentes. Après 7 ans de recherche du pyromane en série, les enquêteurs californiens ont enfin un suspect. Mais la seule preuve contre John Orr, une empreinte partielle, ne le relie qu'à un seul des incendies. Les enquêteurs décident donc de suivre les agissements de John en installant dans sa voiture un système appelé Télétrack. Le dispositif de pistage lui-même à la taille d'une cassette vidéo, on peut l'installer n'importe où dans la voiture. Le système Télétrack utilise un réseau d'antennes de communication qui relaie les signaux aux dispositifs sans fil cachés dans la voiture. À certains égards, il surpasse le système de communication par satellite. L'inconvénient du GPS, c'est que si vous êtes dans un garage ou qu'une surface quelconque bloque la transmission du signal, il est très difficile d'obtenir une position correcte. Alors qu'avec le Télétrack, il n'y a aucune coupure. Le 22 novembre 1991, à 15h30, le Télétrack localise Orr près des studios de la Warner, à Burbank, où un incendie vient de se déclarer sur le plateau d'une émission de télévision. Curieusement, Orr rentre immédiatement chez lui, où il reçoit l'ordre de départ du centre des appels. Le téléphoniste donne, par mégarde, une mauvaise adresse pour l'incendie. On le voit sur les écrans de surveillance quitter son domicile, rouler jusqu'à la mauvaise adresse indiquée par le téléphoniste, puis arriver malgré tout à la bonne destination. Avec cette information, nous ne pouvions pas le lier directement à la cause de l'incendie, mais nous avons compris qu'on ne pouvait plus le laisser en liberté dans les rues. Avec un mandat, les enquêteurs perquisitionnent son domicile. Nous avons trouvé dans une mallette des cigarettes, des allumettes, des élastiques, le genre de matériel utilisé dans le dispositif incendiaire, et nous avons trouvé du papier réglé jaune dans sa voiture. John nie qu'il y ait quoi que ce soit de malveillant dans ce matériel. Il nie aussi que c'est son empreinte digitale sur le dispositif incendiaire retrouvé dans un des magasins. Je n'ai jamais allumé volontairement de feu, excepté lors de mes exercices d'entraînement. En dépit de ces dénégations, les enquêteurs établissent la preuve que John Orr préparait soigneusement certains incendies bien avant de passer à l'acte. Sur une bande vidéo enregistrée par ses soins et retrouvée à son domicile, les policiers découvrent par exemple qu'il a filmé une splendide demeure californienne. Sur d'autres images prises 18 mois plus tard, la même maison est en flammes. Il avait des images d'avant le feu, après le feu, et des images de l'incendie en train de se propager et qui précédaient l'intervention des secours. Des gens ont dit qu'il photographiait les incendies afin de pouvoir revivre l'événement. Pour la même raison que les tueurs en série photographient leurs victimes, pour les regarder a posteriori et revivre l'événement. On confisque également chez lui le manuscrit d'un livre qu'il a écrit. Il y raconte la vie d'un pompier fictif devenu pyromane, Aaron Stiles. Les similarités entre le livre et les véritables crimes sont par trop fortuites.
Le personnage de Styles utilise des dispositifs inflammables à retardement pour mettre le feu à des magasins, tandis qu'il va assister à des conférences sur la sécurité incendie. Il raconte comment il allumait simultanément plusieurs feux pour dérouter les équipes de pompiers d'un lieu à un autre afin de pouvoir contempler tranquillement un des incendies se développer. Et le livre décrit un incendie dans un magasin de bricolage similaire à celui de South Pasadena, où 4 personnes ont trouvé la mort. Dans le roman, une des victimes est un jeune garçon appelé Matthew. Exactement comme le petit de 2 ans qui a péri dans la réalité. Les décès étaient effacés de son esprit. Ce n'était pas sa faute, juste une réaction stupide de gens stupides. Joseph Wamba a écrit un livre relatant cette affaire, intitulé Fire Lover. Je trouve que John Orr réussit mieux que personne à décrire le psychisme du pyromane en série méthodique. Le sentiment de puissance, l'excitation, l'émotion que recherchent ces individus. Dans son roman Points of Origin, il fait dire à son personnage de pyromane: le feu devient une maîtresse, une amoureuse. De cette citation de John Orr, j'ai épuisé mon titre, Fire Lover, en pensant à cette curieuse association, ma maîtresse, mon amour, le feu. John Orr est inculpé de plusieurs cas d'incendie volontaire et du meurtre des 4 personnes du magasin de fourniture de décoration. Après délibération, le jury déclare le prévenu John Leonard Orr coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à perpétuité. Durant les 10 années qui ont précédé l'arrestation de John Orr, on a compté une moyenne de 67 incendies par an dans les collines qui entourent Glendale, Burbank, Pasadena, de graves incendies. Et après son arrestation, le nombre moyen d'incendies dans cette même région est tombé de 67 à 1. À mon avis, il a allumé plus de 2000 incendies sur une période d'environ 30 ans. John Orr est considéré comme un des pyromanes les plus prolifiques du XXe siècle. Sa carrière a été interrompue grâce à un morceau de papier calciné et au travail acharné des enquêteurs. Immortalisé par Hervé Bazin dans son roman L'huile sur le feu, publié en 1965, le pompier pyromane est malheureusement un cas de figure assez répandu. Le sentiment de puissance et l'émotion malsaine que ces incendiaires éprouvent en combattant l'incendie qu'ils ont eux-mêmes déclenché leur procure, semble-t-il, une excitation proche de l'ivresse sexuelle. Sachez encore que selon Denis Puech, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, les pyromanes peuvent être divisés en 3 catégories: les malades délirants, les pervers et les psychopathes. Dans l'histoire que nous allons suivre maintenant, les graines d'une plante banale découverte par le médecin légiste dans les cheveux de la victime va transformer en homicide ce qui n'était à l'origine qu'un tragique et stupide accident de voiture.